Ganga, vous êtes par ailleurs auteur de ce livre, de ce bel ouvrage, dont vous nous permettrez aussi de recevoir une dédicace de votre part. Bonsoir, encore vos acclamations et la parole. Bonsoir, monsieur. Bonsoir et merci. Désolé du retard sur le calendrier. J'étais censé y intervenir plus tôt pour des raisons qui ne dépendent pas de ma volonté. Il y a eu un glissement. Je suis très content de l'invitation. Je suis très honoré. Je remercie l'association des Camerounais de Turin qui m'ont invité dans leur superbe ville. Ce n'est pas ma première fois en Italie, mais c'est ma première fois à Turin. Je m'y suis senti relativement bien et je me sens d'autant mieux que je vois la forte mobilisation qu'il y a aujourd'hui dans cette salle. Ça montre que la communauté camerounaise de Turin a un grand dynamisme et est très intéressée par les choses qui la concernent. Donc merci encore de m'avoir invité. J'ai été convié pour parler du thème au départ, la contribution de la diaspora au développement politique et socio-économique du Cameroun. Et après, il y a 24 heures, le thème a changé. On m'a dit de parler de l'implication de la diaspora dans l'unité et le développement du Cameroun. Bon, le thème a un peu changé, mais ça ne pose pas de problème. Les deux thèmes sont liés et ça va justement en droite ligne avec mon livre que voici, Tu dois t'appliquer, que j'ai créé à l'impératif où je m'adresse à quelqu'un. Je n'ai pas dit l'implication, je dis tu dois t'impliquer, comme ça chacun se sent immédiatement apostrophé sur le sujet. Donc, voilà. Et pour parler donc de ce fameux thème, je vais commencer à vous prendre un petit constat. On va partir sur un constat que les économistes utilisent beaucoup. Il y a un terme en économie, c'est en anglais. On dit too big to fail. Trop grand pour chuter, trop grand pour tomber. Et s'il faut parler de la diaspora, à mes yeux, la diaspora camerounaise, et de toute façon la diaspora de manière générale, est une entité trop grande pour la laisser tomber. Ça fait que si le Cameroun, si le gouvernement du Cameroun laisse la diaspora tomber, il commet la même erreur que les économistes qui laissent les grandes structures tomber. Je vais prendre une petite image pour nous aider à mieux comprendre. En 2008, après la crise des subprimes aux États-Unis, les gouvernements, en tout cas le gouvernement s'est attelé à racheter certaines banques pour que le système ne s'effondre pas. Freddie Mac, Bear Stearns, etc. Mais il y a des grandes banques qu'on avait laissées parce qu'on s'est dit, il n'y a pas de problème, on peut s'en sortir, même si on ne les rachète pas, et de toute façon, cela servira de leçon aux autres banques pour ne pas faire n'importe quoi. Et parmi les grandes banques qu'on avait donc laissées pour compte, il y avait la fameuse Lehman Brothers, que la Réserve fédérale américaine n'a pas voulu sauver, et le 15 septembre 2008, Lehman Brothers a officiellement déclaré sa faillite et a entraîné avec elle toutes les banques de Wall Street et par ricochet toutes les banques mondiales. La fameuse crise de 2008 d'ailleurs, même au Cameroun, on a ressenti début 2008 que quelque chose de très mauvais se préparait. On a eu les fameuses émeutes de la faim qui se sont métastasées en échauffourée politique avec le système en place. Et donc, ça nous permet d'apprendre que quand une structure est trop grande, il faut trouver le moyen de la sauver, ou du moins il faut trouver le moyen de lui donner les forces qui lui permettent de continuer de subsister. Et la Lehman Brothers du Cameroun, actuellement, c'est la diaspora camerounaise. Je considère que le gouvernement camerounais ne peut pas se permettre de laisser tomber la diaspora. Aucun pays ne s'est développé sans le concours de sa diaspora, c'est impossible. La deuxième économie mondiale aujourd'hui, la Chine, qui, après y avoir caracolé au bas du classement avec le Cameroun dans les années 80, quand Paul Biya prenait le pouvoir, le produit intérieur brut d'un Chinois était inférieur à 200 €, ce qui était plus ou moins le cas pour le Cameroun. Mais aujourd'hui, la Chine affiche, si on prend la parité du pouvoir d'achat, environ 20 000 € ou 20 000 $ si vous voulez, par habitant par an. Et ça nous donne donc la deuxième économie mondiale, mais qui a en même temps la plus grande diaspora au monde. Vous avez plus de 50 millions de Chinois à l'étranger, et ce n'est pas anodin. Ces Chinois contribuent beaucoup au développement de leur pays. Je suis parti de la France pour venir ici. Rien qu'en France, il y a 100 000 Chinois qui y résident. Et les Français se sont rendus compte que non seulement
Les Chinois brillent par un dynamisme commercial de tous les instants parce qu'ils élaborent des projets, font rentrer les capitaux dans leur caisse qu'ils vont ensuite ramener dans leur pays et avec lesquels ils vont permettre à leur pays d'accroître ses capacités financières et économiques. Et sur le domaine académique dans l'absolu, les Chinois, pour la plupart, au moins pour 50% d'entre eux, réussissent à avoir un diplôme universitaire. C'est supérieur à la moyenne des autres diasporas qui vont en Chine, et c'est même supérieur aux natifs des pays dans lesquels ils résident. Ça signifie que même en Italie, en termes de moyenne, les Chinois obtiennent plus de parchemins que les Italiens, les Chinois d'Italie. En France, que les Français de France et aux États-Unis, que les Américains d'Amérique et ainsi de suite. Ça signifie donc que la diaspora n'est pas à négliger, ça part d'une politique organisée par l'État chinois qui prend ses meilleurs éléments, les envoie justement acquérir des savoirs avec un plan bien défini et crée en terre chinoise les inputs qui peuvent leur permettre de revenir. On a donc à la fois les deux facettes du thème qui m'a été proposé, l'unité et le développement économique. La diaspora ne peut pas contribuer au développement économique s'il y a un schisme littéralement entre elle et son gouvernement. Et la diaspora africaine n'est pas non plus laissée à négliger sur le plan de la participation économique. Il faut savoir que l'année dernière, l'aide au développement de tous ces bailleurs de fonds qui nous cassent la tête avec leur aide et qui disent que l'Afrique dépend de l'aide au développement qu'ils nous ont apportée l'année dernière était 3 fois inférieure aux contributions de la diaspora. L'aide au développement était environ de 35 milliards de dollars, pendant que la diaspora a contribué à plus de 95 milliards de dollars pour les transferts de capitaux en Afrique. Et encore, c'est sans compter justement les frais de transaction. Sinon, la contribution effective de la diaspora va bien au-delà. Elle pourrait y atteindre les 150 milliards, donc ce n'est pas rien. Et la diaspora camerounaise, d'autant plus, n'est pas à laisser en compte. On nous a souvent accusés de critiquer et de parler mal du gouvernement de notre pays. On va donc essayer de faire la part des choses et d'élaborer d'une part l'urgence ou les attentes que le pays peut avoir envers cette diaspora, avant que nous essayions de voir comment est-ce que le gouvernement ou le pays aussi peut nous tendre la main. Donc d'une part, le principal avantage dont jouit la diaspora, c'est le fait qu'elle a vu l'extérieur. Elle a vu ce que ceux qui sont au pays n'ont pas vu. Elle a vécu là où ceux qui sont au pays n'ont pas vécu. Elle a acquis de nouvelles façons de voir, de nouveaux savoirs, une nouvelle vision, et elle peut faire profiter le pays de cela. Nous avons actuellement au Cameroun la crise anglophone, parce que depuis la colonisation, on a hérité de 2 langues différentes qui, créent des remous politiques depuis la conférence de Fumban de juillet 61 et la réunification du 1er octobre 61. Pourtant, juste ici à côté, de l'autre côté des Alpes, vous avez la Suisse. Un pays qui a 4 langues, le français, l'anglais, l'allemand, le romanche, et qui se porte plutôt bien. Un pays qui a 26 cantons, un minuscule pays carrément, ils ne sont pas 10 millions d'habitants, mais ils sont subdivisés en 26 cantons, c'est énorme, un découpage conséquent. Mais pourquoi la Suisse a réussi à s'en sortir? Pourquoi les groupes Nestlé font partie des 2-3 plus grands dans le secteur de l'agroalimentaire mondial? Pourquoi Rolex brille à l'échelle internationale? Pourquoi la Suisse s'en sort sur le plan politique et économique alors qu'elle a 4 langues différentes, elle a 26 cantons, et elle a une diversité culturelle à l'intérieur de tous les instants. Et la première raison pour laquelle elle a réussi à s'en sortir, et dont nous devrions nous inspirer au Cameroun, c'est qu'en Suisse, personne n'est négligé. En Suisse, tout le monde participe à la chose publique. Personne n'est marginalisé. Tout le monde est impliqué. Il n'y a qu'à voir leur système de gouvernance. La Suisse n'a pas de président de la République à proprement parler. Elle a une sorte de conseil. On les appelle le conseil fédéral. Et là-dedans, ils sont 7 et ils sont issus de divers partis. Je ne dis pas qu'on doit appliquer la même formule. Je dis que dans la façon de faire, ils s'arrangent à ne négliger personne. On peut s'inspirer du principe de ne négliger personne pour essayer d'adapter à notre réalité. Dans le Conseil fédéral, qui est donc élu pour 4 ans, vous avez tous les partis à l'intérieur. Et le président, justement, le président fédéral, est issu de ces 7 conseillers-là à tour de rôle. Donc il y a un président qui est là pour 1 an, et après il laisse le pouvoir à quelqu'un d'autre 1 an, et ainsi de suite. Vous ne pouvez pas avoir de guerre de pouvoir dans un système comme celui-là, où le président sait que de toute façon il est là que pour 1 année. Mais dans une configuration où la fonction publique rime avec l'acquisition des richesses et où on peut rester 7 ans au pouvoir renouvelable X fois, évidemment,
il y a la tentation de l'appétit du pouvoir qui fait que l'occasion fait le larron et on développe des pulsions perverses pour faire mal à autrui et rester au pouvoir. Or, la Suisse, justement, s'en aspire à son sommet. Maintenant, à sa base, elle a ce qu'on appelle le système de votation. Cela veut dire que quelle que soit la décision que vous voulez prendre dans le canton dans lequel vous résidez, même si vous voulez changer la peinture des murs, des bâtiments, vous allez faire une votation. On consulte les Suisses pour absolument tout. C'est-à-dire tout ce qu'il y a dans ta ville, dans ta région, dans ton canton, tu sais que tu y as participé, tu sais qu'on t'a demandé ton avis. Et la raison pour laquelle la crise anglophone est éclatée au Cameroun et que l'unité à ce niveau-là est disloquée, c'est qu'on n'a pas demandé l'avis des anglophones. Lorsque les corporations d'avocats et d'enseignants sont descendues dans la rue, on leur a, alors qu'ils étaient pacifiques et qu'ils voulaient simplement une adaptation des textes et du corps enseignant à leur réalité, on leur a présenté la matraque. Ça a radicalisé les autres qui les regardaient et qui ont vu leurs frères, c'est comme ça qu'ils les voient, se faire tabasser. Ils ont dit le jacobinisme, c'est-à-dire le gouvernement central de Yaoundé ne nous convient pas, on veut notre liberté, on va aller de notre côté. Donc la frustration naît de la marginalisation et elle accouche elle-même le radicalisme. Il n'y a pas de possibilité de radicalisation en Suisse malgré la diversité linguistique et culturelle que je viens de présenter parce que tout le monde y participe. Dans l'une des premières fonctions d'une diaspora à l'étranger, c'est de s'inspirer de ce qui a marché ailleurs et d'essayer de matérialiser ça sur le terrain. Et j'ai pris la Suisse comme ça à tout hasard, juste pour dire, sans avoir à copier point par point ce qui est là-bas, on doit juste prendre en compte le fait de considérer l'opinion d'autrui. Lorsque le gouvernement initie le grand dialogue national en 2019-2020, il ne met pas sur la table la question qui a causé la radicalisation, à savoir la forme de l'État, qui pour les anglophones a été galvaudée après la conférence de Fumban de 61. Vous pouvez donc organiser tous les dialogues que vous voulez, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité du contenu des messages qui sont véhiculés dedans. Et d'autre part, on n'a pas invité les personnes justement qui posaient problème, donc les plus radicaux. On a dialogué avec ceux qui étaient d'accord avec nous d'office. On a dialogué en croyant que quand on dialogue, ça signifie que j'ai raison et je t'appelle au dialogue pour que tu viennes t'excuser. Non, le dialogue signifie j'ai des torts, tu as des torts, match nul. Maintenant, on recommence à zéro et on parle, on examine comment on peut cheminer ensemble à partir du nouveau départ. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point que la diaspora peut implémenter au Cameroun pour l'unité et le développement à la fois, c'est la transmission des savoirs techniques, mais la transmission des savoirs humbles. Et là, je vais prendre un exemple que vous connaissez très bien. Il a étudié à la Polytechnique de Turin. Thomas Biroli-Arsène, c'est un très bon ami à moi. Il est très intelligent. Il a été repéré, entre autres, par la General Atomics. Et il se trouve d'ailleurs aux États-Unis aujourd'hui. Il est venu au Cameroun présenter le projet qu'il avait, il ne réinvente pas la roue certes, mais c'est celui parmi tous les jeunes Camerounais que j'ai en mémoire, qui arrivent au Cameroun et qui bousculent comme ça l'idée selon laquelle, à travers l'énergie nucléaire, on peut dire non au délestage pour de bon au Cameroun. Et ce n'est pas l'énergie nucléaire issue de l'uranium, non. Il veut puiser directement les mécanismes de fusion thermonucléaire qu'on observe au cœur de notre étoile, le Soleil. C'est-à-dire les atomes d'hydrogène qui vont en collision avec les atomes d'hélium et qui créent les réactions nucléaires qui font briller le Soleil. Il veut générer la même énergie sur Terre et créer la quantité d'énergie qui peut justement produire le Soleil au pays. L'idée, elle est bonne et elle est d'autant plus bonne que Thomas Biroli ne vient pas au Cameroun impressionné par son savoir. Le plus grand défaut des intellectuels africains, c'est qu'ils se sont toujours présentés à la populace, non pas pour transmettre le savoir, mais pour montrer qu'ils savaient trop de choses. Et le savoir qu'ils implémentaient n'était pas utile factuellement par rapport aux besoins du terrain. Or, quand Thomas Biroli arrive, il constate un problème, les coupures d'électricité, et il a une solution, la production d'électricité à travers les mécanismes d'énergie nucléaire. Et là, on arrive au premier pont. Pour que cela fonctionne, il faut que le projet soit écouté par les pouvoirs publics sur place. C'est parce qu'ils ont été écoutés par les bailleurs de fonds ou leur gouvernement que Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Steve Wozniak et tous les grands inventeurs du siècle dernier et du siècle aujourd'hui ont pu mener à bien les projets que nous avons actuellement. Sergey Brin et Larry Page pour Google, Steve Jobs pour Apple, Mark Zuckerberg pour Facebook, etc., etc. Donc ce sont les éléments que la diaspora peut apporter au pays. Maintenant, le développement n'étant pas que le développement technique ou le développement de la richesse, il y a aussi le développement des valeurs. Vous vivez en Italie,
Dans un pays où, si vous vous rendez compte à la cantine que la ration n'est pas de bonne qualité, vous allez créer une association qui va aller revendiquer, qui va prendre un représentant, un porte-parole, qui va aller revendiquer justement une meilleure qualité de nourriture. On en parlait hier en cercle fermé dans une table ronde informelle qu'on a fait à 2 ou à 4. Et donc, de la même manière, si quelque chose ne vous plaît pas en Italie, vous pouvez descendre dans la rue, manifester dans les rues de Turin et dire le Camerounais qu'on a tué, je ne sais pas, hier matin, à cause d'une bavure policière, on ne veut plus que cela se reproduise, même si c'était un accident, on ne veut plus. Vous allez avec des pancartes, avec des slogans, avec des tracts, c'est possible. Quand on est donc de la diaspora camerounaise et qu'on vit à Turin, on doit vouloir la même chose pour le pays. Il y a deux choses qui m'ont intrigué par rapport aux Camerounais qui sont en Occident. La première, c'est qu'il y en a qui ont pris la mer, donc qui ont bravé les requins, qui ont bravé les coupeurs de route, qui ont bravé les dangers du désert, et qui sont arrivés en Occident. Ils ont bravé ces dangers parce que le pays étant devenu à leurs yeux invivable, ils ne voulaient plus continuer à rester là. Le paradoxe, cependant, c'est qu'une fois après y avoir frôlé la terre européenne, ils sont devenus les plus farouches défenseurs du système, la même qui les a fait partir. C'est de la dissonance cognitive. Ça ne peut pas, ce n'est pas cohérent. Quelqu'un qui fait ça a un problème avec lui-même. Et le deuxième élément que j'ai constaté et aussi qui pose un paradoxe, c'est que beaucoup de Camerounais donc, qui vivent en Italie et qui se rendent compte qu'en Italie, il y a les droits humains que je viens de citer, défendent le mépris des droits humains en terre camerounaise. C'est-à-dire, il y a des gens qui on a parlé avec des gens en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, des gens qui m'ont dit, vous êtes d'abord allé marcher pour quoi? Celui qui est en prison, là, il l'a bien cherché, pour lui, il allait marcher. Il sait bien que la marche est autorisée. En Italie, la marche est autorisée, elle est encadrée par la loi italienne. Au Cameroun, la loi du 19 décembre 90, la loi sur la liberté de réunion, la loi 53, phare 90 du 19 décembre 90, la loi sur la liberté de réunion et de manifestation, l'autre, la loi 55 du 19 décembre 90, fixe un cadre précis pour manifester. Vous avez quelque chose qui ne vous plaît pas. Les policiers et les gendarmes sont payés par vos impôts, donc ils ont l'obligation d'encadrer la manifestation que vous organisez. Ce n'est pas du ressort d'un préfet, d'un sous-préfet de dire, parce qu'il ne vous aime pas, parce que vous êtes un parti d'opposition, de dire j'interdis cette manifestation pour trouble à l'ordre public. Or, on sait bien que le motif réel est d'empêcher une voix contraire à celle du parti au pouvoir de s'exprimer. Et la diaspora qui est donc ici a pour rôle de ne pas accepter cela et de dire que comme chez moi en Italie je marche, je manifeste, comme chez moi en Italie il y a des droits, comme chez moi en Italie il y a un développement de valeurs, je veux le même développement de valeurs au Cameroun. Car si vous ne le faites pas et que vous dites que vous faites du mal éventuellement, ou du moins que ce n'est du ressort que de ceux qui sont au Cameroun, vous serez tellement habitués à ne pas combattre pour vos droits, enfin pour les droits des autres, que vous n'allez pas non plus combattre pour vos droits ici. Et là, j'embraye donc sur l'effort à faire par le gouvernement envers la diaspora.